Moi, j'associe mon travail à un métier artistique, mais je l'associe beaucoup à un travail de documenté, sociologique. On ne fait pas de la mode parce qu'on ne construit pas des tendances, on construit des personnages. J'ai besoin d'être portée par une histoire. Voilà. Donc, j'aime d'abord le cinéma avant d'aimer le costume. Annie Melza-Tiburce est créatrice de costumes. Elle a créé les costumes des personnages de films passionnants, différents, marquants, comme Gaz de France, Yves, Stella est amoureuse, Saint-Omer ou Black Tea. Annie, je suis hyper contente de t'accueillir pour parler de ta carrière, de ce qui t'inspire, ce qui t'anime pour ce 30e épisode tout rond du podcast. Merci, c'est partagé. Alors ma première question d'abord, c'est pour revenir un peu aux racines, comment est-ce que tu es devenue créatrice de costumes ? Alors, c'est le hasard. Si le hasard existe, je sais pas, je pense qu'il y avait un truc qui était un peu prédestiné sans l'être. Bon, je pense que j'ai toujours eu un goût pour le vêtement, pour l'allure, je pense, plus que la mode. Et j'étais pas très fortunée étudiante et tout, mais j'avais cette envie de chiner. Donc j'ai, comme plein de jeunes filles de mon âge, je pense que je faisais les puces. C'était le début des grandes boutiques genre H&M et tout ça. On n'était pas encore trop hyper cliente de ça, donc on était plus dans un réseau de fripes et de brocs et de boutiques un peu vintage. Et moi j'étais étudiante à la fac en arts plastiques à Saint-Denis, Paris 8. Des études un peu, genre c'était un peu les études aussi au hasard, c'est-à-dire que moi j'avais pas spécialement d'envie de métier ou de rien, j'avais juste envie d'apprendre. Et dans un contexte de choses qui m'inspiraient. Donc comme j'étais plutôt inspirée par les arts en général, et le cinéma, la musique en particulier, les arts plastiques, voilà, ça faisait sens aussi pour moi, à travers la photo, à travers la performance. Enfin, j'ai découvert aussi un grand champ d'inconnus grâce à ce parcours universitaire. Et des rencontres aussi super, notamment comme Paris 8, tu as dû faire spectacle, donc tu as cinéma, théâtre, danse, musique et arts plastiques. Et donc j'avais des amis un peu dans tous les départements. Et donc j'avais cette pote, Laetitia, qui bossait sur des tournages, elle était en cinéma, et qui me dit un jour, toi qui aimes bien les sapes et tout, est-ce que je bosse sur un film, la costumière a besoin d'une seconde, là on galère et tout, est-ce que tu veux venir juste un renfort, une journée? Je dis, bon, pourquoi pas. J'avais pas non plus connecté le fait que costumière pouvait être un métier aussi. Ça, c'était une forme d'impensé, c'est-à-dire que tu regardes un film, et en fait, quand tu regardes un film, c'est des acteurs, des réalisateurs, à la rigueur des producteurs. Mais tout ce qui est technique, en fait, c'est un peu dans des silences comme ça. Et je suis venue faire un renfort 2 jours. Et j'ai trop aimé l'énergie, le truc un peu galvanisant de trouver des solutions hyper rapides, d'être efficace comme ça. Et ça a super matché avec Coco, donc cette chef, et qui m'a après rappelé et proposé de revenir. Et je me suis dit, oh allez, pourquoi pas. Mais j'ai pas voulu m'arrêter au fait de juste faire des, entre guillemets, shopping ou d'être neuse ou de questionner juste le personnage. Je me suis dit que c'était pas mal de savoir coudre quand même. Et j'ai une maman qui est extrêmement bonne couturière, donc j'ai grandi aussi avec ça. Et moi aussi je recousais, je customisais un peu mes affaires et tout, mais je pense qu'il y avait un peu ce truc aussi de l'imposture, de se dire tu peux pas te dire costumière si tu n'achèves pas complètement le travail, quoi. Et puis moi j'étais extrêmement attirée par la danse, et notamment les chorégraphes belges. Et je me suis dit, ah ouais, travailler en Belgique, ce serait vraiment genre trop le goal life et tout. Et je me suis formée, en fait, en tant qu'au début, juste monteuse de vêtements, enfin, en formation, genre couture basique, pour aller un peu plus tard, quelques années après, en modélisme, et donc me former en tant que modéliste, qui m'a permis après d'accéder au métier de la mode, enfin... Voilà, donc j'ai bossé chez Margiela, un peu chez Cacharel, dans pas mal de petites maisons comme ça. C'était pas forcément ce que j'aurais aimé faire longtemps, mais le mettre au service du corps, et notamment du corps des danseurs ou du théâtre, c'était assez excitant. Ouais. Et là, pendant cette période-là, tu travaillais encore parfois sur des tournages, ou là c'était... En fait j'étais en DUG, enfin, ce qu'on appelle le master 1 maintenant, donc j'étais en cours sans être vraiment en cours, donc tu bosses, tu rends tes devoirs, tu viens au partiel ou pas, enfin c'était pas...
voilà, je me mettais pas vraiment une pression avec ça, puis j'avais un petit boulot à côté, mais en fait, je trouvais ça plus intéressant de poursuivre aller vraiment construire ce métier, en fait, construire cette formation. Et en fait, c'est tellement vaste, suivant les champs où t'opères, quoi. Donc, que ce soit la danse, le théâtre, ou même, je sais pas, la performance artistique ou le cinéma. Puis dans le cinéma, il y a, pareil, un champ encore plus vaste. Je me dis, c'est abyssal, quoi. Vas-y, enfourche et continue, tel un petit tigre fougueux. Voilà, donc j'ai eu de la chance, et par le gré des rencontres et par aussi le réseau des gens avec qui j'étais en cours, des amis qui ont fait la FEMIS après. Voilà, donc ça a construit un petit peu comme ça un petit réseau de personnes qui m'ont inspirée et voilà. Et alors, au fur et à mesure, tu es devenue aussi, donc tu disais les premiers films sur lesquels tu as travaillé, tu étais en assistante, en seconde, en acheteuse. En fait, j'ai pas tant assisté, à vrai dire. J'ai assisté un tout petit peu à Coco Barandon au début. Après, elle avait des projets, donc elle me proposait des projets que je faisais de mon côté. Donc en tant que chef, quoi. J'ai fait pas mal de courts-métrages, qui est très formateur. Le court-métrage, c'est quand même aussi pareil, un lieu d'imaginaire assez fou et de construction qui n'a pas grand-chose à voir, je trouve, avec le long non plus. On n'est pas dans la même économie, on n'est pas dans le même rapport, les équipes sont plus petites et tout. Et du coup, c'est très fédérateur aussi dans les équipes qu'on fait, et puis c'est très formateur, quoi. Donc j'ai fait pas mal de cours, j'ai fait de la danse, du coup. Donc je suis partie à Bruxelles. T'as réalisé ce rêve danse et en Belgique. Ouais, j'ai réalisé ce rêve un peu fou. Surtout que je connaissais personne à Bruxelles, mais par des réseaux de copines. Donc, notamment à l'époque, c'était Elena Klotz, qui est réalisatrice, qui avait des copines là-bas et qui m'a dit je te connecte avec tel ami et tout ça. Donc j'ai débarqué à Bruxelles sans connaître Bruxelles, j'avais, je sais pas, 22 ans. Et c'était trop chouette. Et j'ai bossé avec cette créatrice de costumes vraiment qui bosse pour la danse, qui s'appelle Isabelle Loas. Vraiment une femme hyper brillante. Et j'ai eu vachement de chance parce qu'elle m'a prise déjà. Moi, je débarquais genre de nulle part. Je ne l'ai pas supplié, mais presque, on va dire. Et on a fait des projets donc avec Alain Platel et Sidi Larbi Cherkaoui et avec Wim van de Keibus, qui étaient des chorégraphes que moi j'ai découvert via le théâtre de la ville. Et c'était trop cool de concrétiser un peu ce truc que tu vois sur scène et tu te dis maintenant je prends part à ça. Donc il y avait un petit côté un peu tu réalises un rêve, mais tu es tellement dans le concret de toute façon que en fait le côté comme glamour en fait n'a pas lieu. Mais ce qui est intéressant, ce qui est challengeant dans la danse, c'est qu'on travaille vraiment sur le corps et sur les difficultés techniques, sur toutes ces contraintes en fait qui sont entre le rapport à esthétique, mais la matière, ce qu'on voit directement parce qu'on est sur une scène où on travaille avec des lumières qui sont avec une lumière directe sur scène et des gens qui sont en performance, ça demande une certaine recherche, je trouve, qui n'était pas la même recherche que je pouvais mettre en place sur les films ou les courts-métrages sur lesquels je travaillais avant. Et ça, c'était vraiment une super expérience. Du coup, après, j'ai eu la chance de pouvoir découvrir ce travail à Avignon, au Cloître des Carmes et tout, donc c'est encore plus magique. Et puis ça s'est poursuivi avec des rencontres via le théâtre, via le cirque aussi un peu. Enfin voilà, et du coup ça a aiguisé aussi mon envie de travailler plus encore sur la question du vêtement et la question des matériaux. Et donc de joindre un peu ce rapport esthétisé et artistique avec les lumières, les couleurs, et à la fois du corps et de la contrainte d'un vêtement qui doit suivre, je sais pas, 40, 50, 60 dates. Voilà. Donc c'était vraiment dans le vif du sujet, quoi. C'est-à-dire faire des patrons, créer des patrons. C'est très, très formateur, très stressant, très formateur. J'imagine. Et c'est intéressant parce qu'il y a des créatrices de costumes qui cousent pas du tout. Enfin, c'est vrai que c'est pas forcément un prérequis
de ce travail-là, mais donc toi, tu as vraiment voulu aller au bout des choses et savoir confectionner le vêtement toi-même. Bah ouais, mais parce qu'en fait, je pense qu'il y a deux choses. Il y a aussi quand on n'est pas... Moi, j'avais pas les collègues, on va dire, les personnes que je côtoyais, que je pouvais voir un peu de loin sans vraiment les connaître, mais elles avaient fait des écoles plutôt privées, donc Charbon-Savart ou, je sais pas, S-Mode à l'époque. Ouais. Et donc, elles ont cette formation qui légitime quelque part leur place en tant que styliste ou costumière. Moi, n'ayant pas ça, ayant juste un bagage très théorique de l'université et en même temps un goût pour ce que je découvrais à travers les œuvres que j'allais voir au cinéma, au théâtre et tout, il y a un petit sentiment un peu de on n'est pas à sa place, quoi. Donc, pour se sentir plus à sa place, on se dit qu'il faut l'accompagner de quelque chose de plus consistant, quoi, qui nous légitime. Ce qui est maintenant, j'en suis bien revenue de tout ça, mais parce qu'effectivement, je côtoie des gens qui sont assimilés, créateurs, et qui n'ont pas du tout de formation liée à ça. Donc voilà, donc ça a permis d'asseoir en tout cas une forme d'assurance aussi pour moi et de me dire je sais faire. Et puis, de toute façon, en apprenant, on est toujours plus rassuré aussi dans ce qu'on fait, quoi. Et voilà, donc j'ai continué un peu comme ça quelques années, puis après j'ai un peu laissé tomber les études, même si j'aime bien apprendre. Et puis je suis restée un peu plus du commandant à l'intérieur du cinéma, plus du milieu du cinéma. Et alors justement, j'ai préparé pas mal de questions sur les films, certains films sur lesquels tu as travaillé. Pour faire un peu chronologiquement, le premier film sur lequel je voulais t'interroger, c'est Gaz de France, qui est un film qui est sorti en 2015. C'est un film sur le milieu politique, l'Élysée, avec le président qui est interprété par Philippe Catherine, dont on parle beaucoup en ce moment à la sortie des JO. Et j'étais curieuse parce que c'est un univers très spécifique, l'univers politique, qui est très documenté, surtout que c'est un film contemporain, donc on voit beaucoup ces hommes politiques à l'écran, ils sont très photographiés, très filmés, et ça m'intéressait de savoir comment tu avais construit la garde-robe des personnages et aussi du président, et puis si tu avais peut-être eu des inspirations de la vie de tous les jours pour construire ces garde-robes. Ouais, alors Gaz de France, déjà c'est Philippe Catherine, et surtout c'est Benoît Forjard, et Benoît qui a un univers très très particulier en fait. Il a un cinéma hyper singulier, bien à lui et tout, qui a un côté un peu DIY volontairement parce qu'il fait plein de choses. C'est un peu un réal très adaptable, couteau suisse, qui fabrique, qui a fait Le Frénois, donc qui vient aussi de ce monde de l'art contemporain entre guillemets, quoi, qui a aussi beaucoup la musique. Donc en fait ce film est un film autant musical que politique, et j'aime bien cette allégorie aussi, comment on retrouve de l'espoir en politique. Et c'est moi j'associe mon travail à un métier artistique, mais je l'associe beaucoup à un travail de documenté, sociologique. Enfin, on ne fait pas de la mode parce qu'on ne construit pas des tendances, on construit des personnages de qui on va chercher l'identité sociale, l'identité même raciale, et tout ça se construit assez magiquement quand on fait du costume sur des personnages en plus dont tout le monde a une forme de roman national. Donc, tout c'est quoi un président? Ça met un costume, une cravate, des chemises. Et le fait que ce soit Philippe Catherine, ça décale complètement le propos. Et d'autant plus que là, on sortait de l'ère Sarkozy pour arriver dans l'ère Hollande. Donc il y avait tous justement cette espèce de un peu mi-déception, mais mi-ouf, de sortir d'un truc où c'était quand même très douloureux, je pense, l'ère Sarkozy. Et puis là, d'arriver en se disant, bon, on a peut-être une chance de sortir de quelque chose de compliqué, et je pense que aussi Hollande incarnait ce personnage, voilà, comme lui il se décrivait comme le président normal aussi, mais le côté un petit peu le tonton sympa comme ça, physiquement, et je pense, sans trop me tromper, que Benoît a voulu un peu rejoindre ce personnage là avec Philippe, sans que ce soit complètement calqué sur François Hollande, mais donc voilà, donc on s'est inspiré d'une identité, on va dire, collective comme ça qu'on a sur les personnages politiques, mais en allant chercher un petit truc décalé, mais qui se joue plus dans
le propos, la mise en scène, quoi. Donc c'était marrant sur les personnages secondaires, parce que Philippe, on l'a quand même gardé dans quelque chose de traduit de façon très, entre guillemets, réaliste. On a choisi le nœud papillon, aussi pour rejoindre qui incarne le personnage de Philippe Catherine, justement. Et les personnages secondaires, c'était plutôt marrant à construire parce que c'est toute une espèce d'écurie complètement fantasque entre le publicitaire, cette gamine là un peu prodige, ce vieux poète, et tout ça en caricaturant subtilement les choses, mais sans trop grossir les traits, quoi. Et en plus on tournait en fond vert, on a tourné que en fond vert, donc il y avait des petites contraintes de couleur et de lumière, et qu'ils sont habillés pareil tout le film, donc ça aussi c'est gardé à l'idée. Donc ça c'est un peu dommage des fois, c'est que tu veux faire des films en étant dans une économie où tu te dis ah ça c'est trop beau, mais en fait c'est une fripe, et comme tu sais que tu vas tourner pendant 6 semaines avec le même costume, et que tu dois les doubler ou les tripler, donc là on va vers des pièces qu'on peut retrouver, quoi. Et donc ouais, on s'est un peu appliqué à s'inspirer, je pense, d'une à quoi ressemblent un peu des mecs qui bossent dans des cabinets de pub, comment bossent des assistantes qui ont fait Sciences Po et qui se retrouvent d'un coup dans une espèce de cabinet à cavaler derrière des politiciens, mais sans trop en faire, quoi. Voilà, t'es pas dans un truc trop grossi. Puis en fait, pareil, avec des économies pas très lourde, donc c'est toujours un peu le propos, c'est que tu veux faire des choses où c'est toujours très ambitieux, mais s'il n'y a pas l'économie, ça devient un peu compliqué. Mais ouais. Et ça m'intrigue, tu parlais des fonds verts et des contraintes qui vont avec, tu peux nous en dire un peu plus? Du coup, comme on est en fond vert et qu'on est censé isoler ce qui se passe derrière les acteurs, actrices, on n'a pas censé avoir de verre déjà. Et en termes de matière, donc on est en numérique, en film, c'est filmé en caméra numérique. Donc il y a plein de choses qui viennent moirer les matières, les matériaux. Ça c'est des choses que normalement on fait, on teste, on essaie de filmer peu de temps avant le tournage. Donc on teste des matières, on teste des couleurs, on teste qu'est-ce qui va matcher l'un à côté de l'autre. Et là on essayait de faire au moins avec ces deux contraintes-là, c'est-à-dire de ne pas avoir trop par exemple les chemises, par exemple des politiciens qui peuvent être des tout petits carreaux, ou des très fines rayures. On oublie, donc on reste que sur des choses très unies. Évidemment pas de verre, oui, je l'ai dit, mais voilà, c'est déjà deux bonnes contraintes qui peuvent être à intégrer dans le processus de fabrication du tournage. Après, je pense que maintenant il y a des caméras hyper techniques où tu peux faire des choses adaptable, mais là c'était fond vert basique. Non, mais c'est intéressant de connaître ces règles du jeu aussi. Ouais. De se soumettre un peu à ça, ce qui est chouette aussi, des fois de se soumettre un peu à des contraintes et tout. Le projet est aussi intéressant. Et alors Philippe Catherine, tu l'as retrouvé 4 ans plus tard parce qu'il joue dans le film Yves, sur un formidable frigo. Tout à fait. Et donc ça rappeur d'ailleurs. Exactement, qui a beaucoup de talent. Et donc ça m'intéressait, je trouve que c'est intéressant quand une créatrice de costumes retrouve un acteur à plusieurs reprises. Donc voilà, j'étais curieuse de comment ça s'est passé de vous retrouver, quel est son rapport aux vêtements, aux costumes. Et déjà, Philippe c'est quelqu'un de délicieux. Il est génial comme acteur, comme personne en fait. Au-delà de son rôle d'acteur, il est aussi compositeur, musicien, chanteur. Mais c'est quelqu'un d'assez facile, qui est très ouvert aux propositions, qui est assez curieux. Déjà ça se côtoie quand on voit son travail, il est dans des élans de recherche et tout. Donc il va jamais s'opposer aux propositions qu'on lui fait. Là en plus c'est drôle parce que le rap, je pense que c'est une musique qu'il affectionne, mais qu'il envisage. Je pense qu'il envisage tout est possible. Et travailler avec quelqu'un qui se dit que tout est possible, c'est déjà forcément hyper excitant. William aussi, avec qui il faisait le binôme et tout, ça matchait hyper bien. Et Philippe, il joue, pour resituer, il joue ce producteur de William, producteur de rap, mais un peu de la loose quand même. Et qu'il incarne merveilleusement bien. Et il avait juste une petite réserve, je me rappelle, c'était sur les couvre-chefs. Et donc je lui avais proposé des casquettes. Moi j'étais un peu dans l'esthétique très New York des années 80, dans l'univers du rap, et en tout cas
du milieu du hip-hop de cette époque-là, sachant que Philippe incarne un personnage, je sais pas, il doit avoir 50 ans, quoi, à l'époque. Bah, il y a un truc un peu daté du mec qui reste un peu ancré dans une époque à l'ancienne. Et je me suis dit, on va le faire ressortir comme ça des années 70-80. Donc, volontairement lui mettre des jogging velours Adidas ou des Bob Kangol, bah, ça faisait sens, quoi. Et avec à l'effigie de t-shirt de rappeur dont il est hyper nostalgique et tout. Et lui, il était hyper friand de ça. Et après, il y a eu cette histoire de shift quand il y a tout le succès de William et de Yves. Où il est censé donc gagner un peu mieux sa vie. Et du coup, c'est toujours assez drôle quand tu as des shifts comme ça dans les films, ou des changements un peu sociaux des personnages. Et Benoît, il reste toujours très en substance. Il est pareil, pas trop dans le trait non plus de caricaturer, mais sans caricaturer. Et du coup, c'était de laisser Philippe un peu dans ce truc un peu figé, mais juste, il avait comme goal life de s'acheter une fourrure qui fasse un peu pimp des années 70. Et du coup, on a été... Ouais, toujours rétro, quoi. Mais très rétro, ouais. Et lui, c'est le changement de statut de cette époque. Voilà, c'est ça. À New York, ouais. Voilà, mais dans la banlieue du 78 de France. Et lui, tout lui va. Enfin, c'est pas, il est polymorphe. Donc, c'est facile, quoi. C'est facile d'habiller cet homme incroyable et si drôle. Et alors, pour sauter quelques années, j'avais envie aussi de t'interroger sur Stella est amoureuse, qui est sortie en 2022. Et on suit une année scolaire d'une jeune fille qui va vivre un moment décisif. C'est l'année de son bac, ses premiers amours, et son père quitte le foyer. Et c'est un film qui se passe au cœur des années 80, dans la grande époque des bains-douches. Donc c'est une époque dont on parle beaucoup, il y a une grosse nostalgie de cette époque, c'est très documenté aussi. Donc je me demandais si la réalisatrice Sylvie Vered avait des envies précises pour ses personnages, des références qu'elle t'avait partagées, et puis comment toi t'avais construit ces garde-robes. Alors déjà, c'est la suite de Stella tout court, qui est donc l'histoire, c'est l'autobiographie de Sylvie Vered. Donc on avait effectivement le premier Stella qui se passe dans les années 70, donc qui retrace une période un peu donnée, et puis là on arrive où elle a un peu grandi, et c'est les années 80, donc elle a vécu, donc c'était facile pour ce qu'elle nous échangeait de souvenirs, de se nourrir de ça. Et elle allait jusqu'à vous montrer des photos, par exemple, de sa famille ? Alors, on n'a pas trop partagé de photos personnelles d'elle, mais en fait, comme... bon, moi, j'ai grandi à Paris aussi, elle aussi, donc on avait un peu les mêmes repères, déjà, plus ou moins géographiques. Moi, à cette époque-là, j'étais petite, mais je côtoyais des gens qui étaient déjà dans cette époque, qui allaient au bain-douche parce que c'était les grands frères et les grandes sœurs de copines, copains à moi. Et puis qu'aujourd'hui, bon, après déjà il y a le cinéma, donc il y a tout cet imaginaire dont on se nourrit aussi, les autres films, et la musique. Moi j'adore travailler en musique, donc avec Sylvie c'était cool parce qu'elle est aussi très dans la mélomanie de son film. Et donc on avait conçu une sorte de bande son, enfin moi j'avais fait une bande son, puis je crois qu'elle aussi, et puis le chef-op avait fait une bande cinéma de tous les films un peu qui inspiraient toute cette époque. Et donc on se nourrissait un peu comme ça. Et moi j'ai été chercher pas mal de rêves en l'occurrence, je me nourris de littérature, je me nourris de cinéma, mais aussi de photographie, d'expos, je vois pas mal d'expos. Et c'est l'ouverture du film, alors je sais plus, parce que dans le scénario c'est dans l'ouverture du film où elle rentre d'Italie, et je me suis dit par contre je suis pas italienne en fait, donc les années 80 c'est comment l'Italie et tout, et d'aller chercher qui documente un peu à la Martine Parr, donc dans une espèce de photographie du réel, cette époque-là dans un ailleurs, ça a été assez chouette. Moi c'est un peu la partie de mon travail que je préfère, c'est toute la partie de recherche. On passe beaucoup de temps en bibliothèque. Je trouve que les bibliothèques nourrissent bien l'âme. Et du coup, j'y passe beaucoup de temps. Et je découvre ce photographe qui s'appelle Charles H. Straub, qui est un photographe américain, qui lui vient d'ailleurs de la littérature. Je crois qu'il a fait des études de littérature. Et qui pourrait appartenir un peu à la même, au même univers que Martine Parr, un peu. Donc c'est très documenté, très coloré, donc il y a une espèce de dynamique comme ça, dans une chromie hyper forte et tout.
Et puis dans une des photos, je crois qu'il est au Rolleiflex et tout, donc c'est assez beau. Ça change un peu du Pinterest qu'on peut avoir très léché, photoshopé. Et là, on est vraiment dans le cru et je tombe sur une série de photos qu'il a faites donc, en Italie dans les années 80 avec tous les looks des gens, toutes générations confondues, qui pourraient ressembler un peu à une esthétique du Sud, un peu Côte d'Azur, je pense à la même époque, mais un poil différent. Il y a un twist italien. Il y a un twist italien avec toute la dimension très, je sais pas, même un peu plus prolétaire et tout ça qu'on cherchait aussi. Et donc ça a été assez facile, quoi. Tu vois ça et tu te dis, et du coup tu construis à travers ça. Il y avait une histoire que je me suis racontée aussi, c'est qu'elle tombe amoureuse elle tombe amoureuse. Elle sort avec ce jeune Italien et je me dis, mais c'est ton premier voyage en Italie, genre t'as 16-17 ans, tu ramènes un truc, hein, tu vois, et tu ramènes quoi? Tu ramènes un t-shirt de ton mec, quoi. Les Italiens étant très friands de football, je me suis dit, en fait, je vais commander un t-shirt de l'équipe de foot de Lecce, qui est la ville, un peu la plus grosse ville des Pouilles, où elle était censée, je sais pas si c'est vraiment indiqué dans le film, mais où c'était censé partir en vacances. Et voilà, et donc on a commandé ce t-shirt, mais que je voulais d'époque. Et que tu as trouvé. Et que j'ai trouvé. Et trop bien. Et du coup, je m'étais dit, est-ce qu'on le floque avec... Bon, on n'a pas été jusque-là, mais du coup, je crois que ce t-shirt, nous, on n'a pas joué. Mais c'est une super jolie idée. En fait, c'est toujours cool de se raconter un peu, je trouve, des histoires avec les personnages et de comment ils évoluent à l'intérieur de l'histoire. Ils évoluent pas que dans l'histoire, ils évoluent dans leur propre histoire. Donc on se raconte un peu ce qu'on veut. Si on veut se dire que, je sais pas, les couleurs c'est un peu plus facile, quoi. Mais je sais pas, elle adore les chats, mais et puis à un moment elle va avoir honte d'aimer les chats, mais en fait elle va mettre que des pulls avec des imprimés chats, on sait rien. Bon, voilà, les lubies un peu des gens qu'on peut voir et que moi je me raconte quand j'observe les gens dans les transports, quand j'observe les gens en terrasse. Et c'est voilà, c'est peut-être que moi qui le vois, pas d'ailleurs, je pense pas, mais ça redonne de la consistance un peu aussi au personnage, quoi. Complètement. Et justement, je me posais la question, tu parles de ce t-shirt d'époque, parce que les années 80 sont très à la mode aujourd'hui aussi, et en 2022 aussi, parce que c'était il y a pas très longtemps. Mais peut-être 2021 quand tu travaillais sur le film, mais je me demandais quelle était la part de vintage dans ce que tu avais trouvé. Tout était vintage. Tout était vintage. En fait, on était en fin de confinement. Enfin, non, c'était le premier confinement. Enfin, on était en couvre-feu, là. C'était l'époque où on était très sympa. Là. C'était génial, n'est-ce pas? Et du coup, c'était un peu une galère aussi pour trouver des lieux d'achat. Il y avait quelques boutiques qui ouvraient, mais pas toutes. Donc, moi, sur le réseau de gens, de boutiques que je connais, on pouvait nous ouvrir un peu des portes. Mais en fait, c'était pas suffisant, parce que c'est quand même un film choral. Stella étant le personnage principal, mais il y a toute sa bande de copines, il y a les parents, il y a la figure, et toujours en plus en habillant la figure dans un film d'époque, c'est-à-dire que tu peux pas toujours demander aux gens, même si la mode des années 80 revient, il y a des choses qu'on calcule qui sont pas vraiment d'époque, donc on crée un vestiaire dédié à la figuration. Et pour ça, il nous fallait un stock un peu plus gros. Donc on a dû aller se fournir dans des espaces où il y avait plus de matière. Et voilà, et nourrir sur les 4 saisons, puisque ça se passe sur une année scolaire. Donc on a été de la rentrée jusqu'à la fin de l'année. Alors Sylvie a fourni pas mal de petites pièces aussi, parce qu'elle conserve aussi pas mal de choses de sa période étudiante. Donc elle a pu amener des petites pièces qu'elle portait. Mais voilà, du coup, ça venait aussi équilibré en termes de couleurs, en termes de lieux aussi, de décors. Tout ce qui se passe, par exemple, dans le lycée, moi, je me suis beaucoup documentée via... J'adore ce site, Copain d'avant, qui est mon site préf. C'est une super idée pour des images d'archives. Ouais, c'est vraiment, je trouve... En fait, on est dans le réel. Bon, moi, je fais beaucoup de films qui sont dans des esthétiques du réel, quoi. Et je trouve quoi de mieux que de voir comment les gens s'habillaient. Après, effectivement, je me documente aussi sur les revues, les magazines qui étaient créés à l'époque, donc que ce soit Actuel, ou même Elle. Mais ça reste de la mode construite. Du coup, c'est
c'est de la publicité, quoi, entre guillemets. Alors Le après... Copain d'avant, c'est nature peinture. C'est nature peinture, c'est vraiment, c'est parfait, quoi. Le mauvais goût. C'est super, j'avais jamais entendu ça. Ah ouais, bah moi, c'est vraiment un peu ma Madeleine, ce truc, parce que déjà, bon, tu te plonges un peu dans l'univers des gens, où en fait, pareil, nous, on a les téléphones, maintenant, tout le monde a Insta et tout ça, et documente sa vie à la seconde. Là, tu avais les photos de classe, puis les gens avaient des jetables ou des appareils photo. Donc, pour retrouver un peu ces sources-là, c'est où, effectivement, le film, ou la photo d'art, et Copain d'avant. Donc ça, c'était une bonne source de recherche, ouais. Et alors, dans un tout autre univers, un film qui est sorti la même année, je sais pas si tu as travaillé avant ou après dessus, du coup, Saint-Omer, c'était... Saint-Omer, c'était juste après. Après. Parce que c'était aussi, c'était la période où le 2 ou 3e confinement, je ne sais plus combien il y en a eu. Ouais. Mais c'était, oui, c'était juste après, dans un tout autre registre. Déjà, Alice, on se rencontre via des amies communes, 2-3 ans avant. Moi, je connaissais son travail en tant que documentariste, que j'aime beaucoup, et du coup, quand j'apprends qu'elle vient à la fiction, je suis hyper intriguée. Elle me parle de ce projet de... C'est son premier film de fiction ? C'est sa je l'avais fiction. Pas en tête. Ouais, c'est sa première fiction, et du coup, je pense que pour elle aussi, elle le construisait avec toute la dimension qu'elle avait de bagage de documentariste, quoi. Et elle a assisté au procès du coup, Fabienne Cabou, à l'époque. Donc elle a suivi un peu l'histoire de cette femme, enfin en tout cas de son procès, tout en essayant de comprendre et tout. Donc, dans l'écriture, forcément, il y avait des choses qui se croisaient avec des histoires communes, mais en fait, finalement, personnelles, mais pas si personnelles, parce que pour moi, c'est quand même un film qui traduit beaucoup de l'universel sur la question de la matricité, quoi. Et du rapport maternel qu'on a à nos existences, quoi, que ce soit à nos mères ou quand on est mère, à nos enfants. Et du coup, c'était assez de construire la garde-robe de quelqu'un qui a, entre guillemets, existé, même s'il ne porte pas le même nom. C'est un sujet, c'est-à-dire que je pense ni Alice ni moi ne voulions aller dans la direction de comment est habillée Fabienne. On va l'habiller pareil que Laurence Colli dans le film. C'était de faire un pas de côté et en même temps de regarder cette histoire comme si c'était une histoire, comme une sorte de tragédie, quoi. Enfin, c'est Médée 2021, quoi. Donc c'est de concevoir cette vision un peu de la tragédie à travers une histoire contemporaine, mais aussi, et ça c'est un peu le point d'honneur de ce film, c'est de mettre en scène des personnages noirs, femmes noires, qui partagent l'affiche, on va dire. Il y a quand même les 3 personnages principaux. Il y a Gusla Jimalanda qui joue Laurence Colli, donc la prévenue, Kaïje Kagame qui joue Rama, donc l'écrivaine, et la mère, enfin les mères, donc que ce soit Salimata Kamate ou Adama, c'était de rentrer dans une sorte de tableau de famille comme ça, de femmes qu'on ne voit jamais à l'écran, en fait. Et avec Alice, on avait vu cette expo quelques années auparavant du portrait noir au musée d'Orsay. Oui. Et du coup, on voulait rester, comme on est quand même dans ce tribunal, comme une scène de théâtre. C'était de, entre guillemets, théâtraliser un peu les choses, parce qu'en fait, finalement, les salles de tribunaux, les procès sont une forme de performance un peu théâtrale aussi, avec les magistrats autour, le juge, et comment les plaidoiries, et puis comment les personnages sont chacun placés. Et on voulait isoler, en fait. Et moi, la première fois que je vois, elle me montre les essais de Gusla J, ce qui me saute aux yeux, c'est son regard, en fait. Et elle a un regard qui est très bavard, en fait, qui dit beaucoup de choses et qui suffit, en fait, à juste... comme Alice, en fait, aussi accompagne ses acteurs dans une forme de simplicité aussi de jeu, qu'elle fait un peu, elle fille un peu du cabotinage de comédien. Elle veut restituer quelque chose de pur comme ça. Enfin, et on s'est dit, bon, on va pas se distraire avec ni trop des bijoux ou des vêtements pas forcément criards, ou une espèce de truc très neutre, genre, je sais pas,
une veste, une chemise un peu très formelle, mais restons sur le visage. Et donc j'ai proposé ce gilet brun en dialoguant aussi avec la déco, donc Anna Lemuel, qui, voilà, donc on a fait des essais de peinture, de fond, derrière. Oui, parce que le gilet marron est placé devant un mur en bois brun, donc il y a une vraie... Ouais, il y a une volonté de mise en abîme, et puis là aussi la tessiture de la peau de Gus Lagy, il y a le regard. Ouais, c'était de confondre un peu tout ça et qu'on reste vraiment presque suspendu juste aux mots et aux yeux. Voilà. Et c'est plutôt comme ça que je conçois aussi le costume, c'est-à-dire que ce soit pas forcément quelque chose qui nous distrait quand on est dans un sujet en plus qui est lourd. C'est comment on va trouver aussi de la lumière. Et du coup, le personnage de Rama vient, on va dire, entre guillemets, contrebalancer, même si je les ai pas construits en opposition. Elles n'ont pas la même histoire, voilà, mais elle arrive un peu au hasard, en fait. C'est-à-dire qu'elle est heurtée par cette histoire, et puis elle trouve dans ce récit peut-être une réponse à sa propre histoire personnelle. Mais étant elle-même écrivaine, prof, elle performe aussi autre chose dans la sphère sociale et tout. Mais elle reste une femme assez dans sa simplicité, quoi. Et du coup, le vestiaire de Rama, c'était plus de la faire ressortir à des moments où on était dans une forme de lourdeur, avec des couleurs. Comme ça, nous, on avait un peu en tête aussi le cinéma de Chantal Akerman. Moi, j'aime bien aussi le cinéma de Kieslowski, où il pointe un peu comme ça, dans la série Rouge, Blanc, Bleu, de faire ressortir les couleurs. Et c'était plutôt cohérent avec aussi la vision que Alice avait avec Claire, la chef opératrice. Claire Maton, qui voyait aussi une lumière... je sais pas, quand on a le tribunal avec toutes ces fenêtres comme ça qui poignent et qui sont adressées sur les gens, il y a des ombres. En plus, on est à Saint-Omer, on est dans le nord, donc il y a un ciel qui change beaucoup. Et du coup, d'avoir les ombres qui passent sur les gens, les rayons de soleil qui arrivent comme ça sur ses peaux. Alors, la peau de Rama qui est plutôt sombre, et puis à côté, toute la figuration qui était plutôt blanche et tout. C'était comment on isole ce personnage, qui de toutes les façons s'isole de par sa singularité par rapport aux autres, mais en termes de couleur de peau, je veux dire, et tout ce que ça peut raconter. Donc l'idée qu'elle parte aussi comme ça, juste un sac, un jean et 3 chemises, ça faisait sens, quoi. Elle fait pas un vestiaire de procès jour 1, jour 2, jour 3, elle prend 4 chemises et 2 jeans. Et voilà, ça s'est construit assez naturellement, en fait, je dirais. Parce qu'on a laissé le texte, en fait, plus apparaître. Et puis Alice n'était pas du tout dans... Elle n'avait pas des trucs très arrêtés, très précis. Elle était plus cantonnée à comment elle allait diriger ses comédiens. Tu parles de lumière, et c'est vrai que Claire Maton, c'est une grande chef opératrice qui a fait un travail incroyable, notamment avec Céline Sciamma. Mais ça m'intéressait de savoir comment ça s'était passé de travailler ensemble, parce que en tant que créatrice de costumes, j'imagine que tu dois beaucoup travailler avec les chefs déco, les chefs op, pour voir comment le vêtement s'intègre dans... Bah ouais, c'est ça. C'est que, alors... Je trouve, maintenant je m'y retrouve plus, je trouve que c'est plus naturel de faire, de créer ces espaces où on va échanger et parlementer hors des lectures techniques qu'on a, parce qu'on a des lectures techniques en prépa. C'est aussi ce métier qui n'existe pas vraiment, en tout cas dans le long métrage. Ça commence à venir, mais directeur artistique ou coordinateur artistique, il n'y a pas vraiment ce métier... voilà, en tout cas en France. Et c'est vrai que ça me manque des fois, on travaille un peu de façon isolée. Moi, j'ai besoin de savoir à quoi va ressembler mon costume si je débarque dans le décor et que j'ai mis une chemise verte et qu'il y a un canapé vert. Bon, soit on l'assume et on se dit ok, ça marche et ça crée une espèce de clin d'œil un peu comique comme ça, mais alors c'est toujours mieux de le savoir, en fait.
Et du coup, parce que de le savoir, ça nous permet de composer, de faire des vrais tableaux. Et en fait, je pense qu'on est tous à servir, bon, finalement, la même chose. Et Claire Maton, du fait de son expérience, qu'elle avait fait aussi Atlantis avec Mati Diop. Donc c'était incroyable ce film. C'était fou ce film. C'était magnifique. Et elle avait éclairé aussi des peaux noires. Donc il y avait tout le sujet de comment on éclaire des peaux noires, quand on connaît un peu l'histoire aussi de la pellicule et de comment la pellicule, en tout cas, a été créée sur les différentes tonalités de peau. Ben, là, on avançait avec quelqu'un qui avait une expertise et aussi une vision d'aller vers quelque chose de cohérent avec le reste, quoi. Donc autant à la déco, que ce soit Anna Lemoelle ou Claire Maton à l'image, même le son, parce qu'en fait le son joue aussi son rôle, et les vêtements sonores, hein, vraiment, il y a des, voilà, que ce soit pas que le bruit des chaussures, mais les vêtements qui frottent, les matières qui vont être l'une contre l'autre et tout, ça c'est des choses qu'on essaie un peu de réfléchir et de tester pour pas se retrouver devant une petite galère de ça tourne et non, ça marche pas, quoi. En chantant sous la pluie, voilà. Je sais pas si tu vois, j'adore cette scène où il y a tout le temps des loupés et il y a tout ce truc de... En fait, ils entendent rien parce que ils entendent que la robe. Ouais, exactement, ouais. Et il y a, d'ailleurs, on parlait d'Ackerman, et Ackerman, j'ai lu dans son livre, je crois que c'est Ma mère rit, où elle parle de son obsession des chaussures et du bruit des chaussures. Et dans Jeanne Dillman, elle déambule, parce qu'elle est quand même très enfermée dans cet appartement, mais quand elle déambule dans la rue, et pour elle, c'était important de l'entendre, en fait, quand elle va vers l'extérieur, quel bruit font ses chaussures quand elle est dehors, qu'elle-même entend sans entendre. Enfin, je veux dire, quand elle est chez elle, on entend son propre bruit, mais je pense que quand on arrive à l'extérieur, on a conscience aussi du bruit qu'on peut faire aussi dehors. Et d'ailleurs, elle le fait très bien dans son film Golden 80s, où c'est un film hyper sonore, en fait, où il y a Lio et tout ça, il y a tout le monde, et c'est un film des années 80, c'est sa comédie musicale hyper drôle et tout. Et c'est qu'un film avec des bruits de talons et de chaussures, et moi j'adore. Et même, bon, souvent on nous fait mettre des petits patins, parce que ça peut être un peu compliqué pour le son. Mais moi j'aime bien, en fait, j'aime bien qu'on puisse entendre et se dire que ça existe, qu'on n'est pas sur des patins quand on est dans la rue, quoi. Il y a aussi des bruits de chaussures. C'est intéressant, et c'est vrai que l'aspect du bruit du vêtement, c'est un aspect dont on parle pas. Bah ouais, ça fait partie des petites contraintes qui peuvent être des contraintes qui peuvent arracher les cheveux des ingé-sons aussi. Oui, il faut trouver un meet in between, quoi. Ouais, voilà. D'où l'intérêt de dialoguer entre ces différents postes, et ça nourrit encore plus le propos. Et je voulais aussi t'interroger sur Black Tea. C'est le dernier film à date de Abderrahmane Sissako, qui a réalisé notamment Timbuktu, qui avait eu un grand succès en salle et au César. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Joyce et qui dit non le jour de son mariage, qui quitte la Côte d'Ivoire pour aller s'installer en Chine. Hyper intéressant comme trajectoire. Déjà, j'étais curieuse de comment tu as été amenée à travailler sur ce projet. Alors, c'est... par le biais d'Alice, donc Alice Diop. Alice Diop, oui, entre autres. Et puis que... Alors, Abderrahmane vient souvent en France, mais il est quand même beaucoup basé quand même en Mauritanie. Et je pense que de travailler, puis je crois qu'il n'y a pas, Timbuktu, il a fait Remakono et tout. Je crois qu'il n'a jamais vraiment fait de travail de costume à proprement parler sur... Timbuktu, ça se passe dans le désert, c'est une famille qui a un vestiaire assez basique et modeste pour des gens qui vivent dans le désert. Là, on était sur un film beaucoup plus, on va dire déjà, entre deux continents, où les personnages sont dans des trajectoires, enfin c'est une transhumance, quoi. Donc comment lui il allait questionner ça, je pense qu'il avait dû voir mon travail par ailleurs, et en échangeant avec Alice, il s'est dit que ça faisait peut-être sens de collaborer. Et parce que moi je suis aussi très attachée au continent africain, je connais pas bien le continent asiatique, mais effectivement je suis aussi très inspirée. Alors il y a la Chine, il y a le Japon, et là j'ai découvert Taïwan du coup parce qu'on tournait à Taïwan, mais c'est très étrange de devoir concevoir des vêtements dans un territoire où on n'évolue pas, en fait. Et du coup, de devoir aller dans une recherche... alors, je dis pas, j'ai fait des films, je sais pas, en Corrèze, je vis pas en Corrèze, mais j'ai un imaginaire
de à quoi ressemblent les milieux un peu plus ruraux de France. Mais par contre, un ailleurs, qu'on va dire avec des énormes guillemets exotiques, quoi, pour nous, c'est évidemment c'est se documenter, mais ça suffit pas. Et il y avait comme un manque en fait. Donc Nina Mello, qui joue le rôle principal, elle est en France, elle est à Paris, donc on s'est rencontrés à Paris. Et par elle, en fait, la majorité des comédiens étaient en Asie et sur le continent africain. Donc ils tournaient au début, on tourne au Ghana, mais en fait ils ont tourné en Côte d'Ivoire. Donc en plus, c'est à chaque fois que vous tourniez pas, c'était... Alors ça a été, voilà, moi j'ai fait en gros la prépa totale, mais ensuite j'ai détaché pour ce qui était du continent africain, donc de Côte d'Ivoire. Il y avait une costumière basée là-bas qui a géré, parce qu'en termes de logistique c'était impossible, en plus les dates se chevauchaient et tout. Et puis que la prépa, en fait, s'est fait un petit peu à Paris, mais surtout beaucoup à Taïwan, puisque le gros du film se passe à Taïwan. Donc toi, tu es allée à Taïwan. Donc moi, je suis partie à Taïwan, ouais, et c'était magnifique, et c'était incroyable. C'était incroyable parce que, déjà, on rencontre des gens qui ont des modes de fonctionnement et de travail qui ne sont pas forcément semblables à nous, mais qui enrichissent aussi une nourriture de travail, quoi. Et là, c'était assez fou parce que j'étais donc entourée d'environ, je sais pas, 8-10 personnes comme ça qui avaient tous un peu un pôle de travail. Moi, je serais, comme ça, je serais là avec les 2-3 mêmes personnes et on est tous un peu couteau suisse. On se connaît bien, donc il y a des choses où je sais que je peux solliciter sur tel ou tel. Donc, je sais pas, je serais avec Violaine de Cazeneuve, Béatrice Waro ou Anaïs Durand, et en fait, on va croiser nos différentes expériences et se dire ok, moi là je suis plus à l'aise là, je vais faire ça, là j'arrive là-bas, je ne parle ni mandarin, ni je ne connais la ville, ni je n'ai des références en termes des magasins, de comment ça fonctionne. Et j'étais un peu stressée, donc je communiquais en amont avec elle en disant est-ce qu'il y a des thrift stores, est-ce qu'on pourra des boutiques de seconde main. Et oui, mais effectivement c'est pas du tout, j'en ai aucune idée, quoi, j'ai pas de... donc j'arrive un peu à l'aveugle, avec quand même un petit stock de choses que j'avais chinées et tout. Mais j'avais besoin de m'imprégner, et aussi en termes de couleurs, en termes de corps aussi, les corporalités des gens. Et ça a été assez easy, en fait, parce que les filles étaient super et qu'elles ont su amener plein de choses intéressantes. Enfin, on s'est nourris mutuellement. C'était assez riche, ouais. Donc de découvrir aussi les personnages taïwanais, et puis toute la complexité aussi de politique aussi, de faire un film comme ça. C'est-à-dire que mon arrive, en plus, c'était, comme il y a depuis très longtemps une grosse tension avec la Chine, au départ le film était aussi écrit dans une volonté d'Abderrahmane de tourner en Chine, parce que effectivement le continent, une bonne partie de la diaspora africaine aussi vit entre Shanghai et surtout le sud, vers Canton et tout ça, où il y a énormément d'Africains. Sauf que là, on est à Taïwan et ils sont moins nombreux, donc il y avait puis c'est des échanges commerciaux, donc c'est des plateformes où les gens font de l'import-export et tout ça, donc il y a des villes qui sont créées autour, désignées à ça. Donc là, j'arrive ça, j'ai pas cette matière-là. Et de le chercher, de le nourrir, c'était uniquement dans les documents papier que j'avais et les fichiers qu'il y avait sur mon disque et tout. Et arrivé là, c'était comment on va faire, par exemple, pour les policiers. Donc ça a été un vrai sujet d'une affaire d'État, qui est vraiment une affaire d'État, c'est-à-dire qu'on est dans une tension diplomatique intense entre ces deux pays, et on va faire jouer des comédiens taïwanais en costume de flics chinois, hors de question. Donc moi je me sentais pas du tout de faire ça, et je me sentais pas non plus de le demander aux personnes qui m'assistaient. Donc on a dû trouver un compromis, et en fait en cherchant, je me suis dit ok, Singapour qui est un peu plus enclavé comme ça, qui a une autre autonomie, on va dire, une autre souveraineté politique, Macao qui est aussi un peu différent, et puis
voilà, on a fait un petit peu un combo de costumes en Vous avez cherchant. créé des uniformes, On a créé des uniformes de qui policiers. n'existent pas vraiment, qui sont un peu hybrides. Ouais, c'est ça voilà, qui ressemblent. On voit la personne, on voit que c'est un policier, ça se voit dans le film, mais effectivement, même les logos, les graphistes ont travaillé sur des. Voilà, une autre police, parce que c'est pas la même police en mandarin. Ah oui, tu veux dire police de caractère. De caractère, ouais. Et donc tout ça, effectivement, c'est des choses où on se dit ça peut être simple, mais en fait c'est pas simple, parce qu'on ne peut pas non plus voilà, soumettre des idées aux gens, enfin imposer en tout cas des idées à des gens, parce que c'est écrit. Dangereux là, vraiment, il y a le côté le vêtement qui est politique et qui peut déclencher des gros problèmes. Des problèmes, ouais. Donc ça, c'était la petite contrainte, mais qui était plutôt intéressante à trouver, en tout cas pour voilà, crisper personne et que le film puisse aussi se déplacer, quoi. C'est quand même un peu l'idée. C'est hyper intéressant. Et je me questionnais sur le personnage de Joyce, parce que, donc je le disais, mais c'est une femme qui décide de changer son destin et qui va quitter un pays et un continent derrière elle pour un autre. Et j'ai l'impression que justement dans la manière dont elle s'habille, tu as voulu déjà qu'elle parte avec certains vêtements et puis qu'elle garde une partie des vêtements qu'elle avait pu porter avant dans les tissus, dans les imprimés, et en même temps embrasser aussi sa nouvelle vie et la nouvelle culture via le vêtement. Ouais. Je me disais que j'étais curieuse de comment tu as construit cette garde-robe-là de Joyce. Et alors en fait, elle s'est construite. En fait, ce film, c'est presque aussi un ADN qui fonctionne parce qu'on travaille avec la coiffure. Et en plus, dans la culture noire, les cheveux, c'est quand même très central aussi. C'est sur la question de tu pars à l'autre bout du monde, est-ce que tu vas trouver de quoi te coiffer, les produits. Et je me dis, ça, c'est un truc qu'on va pas mettre au hasard. Donc... comment elle porte sa coiffure, même si on la voit à son mariage, elle a une coiffure de mariage, mais commencer son quotidien dans un pays où elle n'aura pas les mêmes repères, quoi. Et même si on est dans quelque chose d'onirique dans le film, c'était de quand même inscrire son identité presque un peu rêvée de femme exilée indépendante. Et du coup, pour ça, il y avait le champ de la coiffure, forcément, qui m'a aidée. C'est-à-dire qu'on n'a pas laissé la coiffure au hasard, mais les couleurs. Parce que Chocolatiti, donc cette ville à Guangzhou, en Chine, qui est vraiment la ville où la grosse communauté diasporique africaine est présente et installée, c'est un flot de couleurs. Et la Chine aussi est un pays extrêmement coloré, de par sa végétation, de par l'empreinte du rouge, qui est très très présent. Et ça, avec Abderrahmane, c'était quelque chose qu'on avait très en tête, c'était comment on restitue cette couleur. Emmerich, le chef-op, a aussi voulu remettre ça un peu au centre, donc on a beaucoup navigué sur des couleurs très primaires, comme ça, assez fortes, des silhouettes, parce que le film se passe beaucoup de nuit, donc comment on fait ressortir les corps noirs, encore une fois, dans un pays, dans des espaces où il fait nuit, où c'est éclairé un peu par des petites guirlandes et des choses comme ça, et du coup d'aller vers un vestiaire très coloré et qui redonne un peu une forme de le côté vitalité elle veut retrouver quelque part ce qui l'éteint chez elle, et je trouvais que l'habiller avec des couleurs assez orange, vertes, très fortes, ça lui redonnait je sais pas, comme une espèce de petit électron comme ça dans la nuit, assez chouette. Et puis Nina, pareil, très facile à habiller, donc c'était chouette. Elle a appris le chinois, donc elle était assez à se fondre un peu dans cette masse, et donc elle observait quand on tournait pas juste dans cette ville et tout ça, entre Taipei ou le sud de Taïwan, je l'observais, quoi. On a passé pas mal de temps ensemble en prépa, et du coup on a réajusté des choses, et aussi de ramener comme son doudou de son pays, donc les matières de wax et tout ça qu'on a fait coudre là-bas, toutes les robes qu'on a fait faire, en allant surfer sur le côté un peu asiatisant des vêtements, donc les cols un peu, mais sans trop, parce que sinon c'était trop obvious comme ça. Oui.
J'ai quelques questions un peu plus générales sur le costume que je voulais aussi te poser. Tu en as évoqué déjà quelques-uns, mais est-ce qu'il y a des costumes dans l'histoire du cinéma qui te plaisent particulièrement, qui t'inspirent dans ton travail? À fond, plein. En fait, moi, je vais pas forcément aller voir un film parce que je sais que les costumes peuvent être bien, même si je suis costumière, donc en fait c'est absurde de dire ça, mais j'ai besoin d'être portée par une histoire. Voilà. Donc j'aime d'abord le cinéma avant d'aimer le costume, on va dire. Et notamment le film contemporain, alors quand on a tendance, parce que aussi c'est ce qui est servi beaucoup dans l'imaginaire qu'on a d'une costumière, c'est le film d'époque. Bien sûr. Moi j'ai fait des films, on va dire, vintage, donc où il y a de la création comme Stella, mais c'est pas, on va dire, c'est pas considéré comme du film d'époque. Oui, c'est pas les robes crinolines et tout. Voilà, on n'est pas dans le 18e ou début du 19e, enfin le 19e siècle. Donc du coup, c'est comme si c'était pas considéré le cinéma contemporain, alors que je trouve que c'est presque pour avoir fait travailler sur des films d'époque, entre guillemets. Je trouve ça presque, je dis pas que c'est facile, hein, je trouve qu'Anaïs Roman fait un travail incroyable, mais c'est documenté plus facilement dans les œuvres et dans plein de films d'ailleurs. Le cinéma contemporain, en fait, il existe parce qu'il existe autour de nous, les gens existent dans notre époque, mais par exemple les années 90, les années 80, on ne va pas les retracer de la même manière dans nos imaginaires, et je trouve que c'est beaucoup plus challengeant d'aller chercher qu'est-ce qui correspond à une esthétique dans une époque quand elle est trop présente dans notre temporalité, quoi. Et effectivement, j'ai une tendance à avoir presque une préférence pour le cinéma des costumes contemporains. Alors dans un film d'époque qui trouve grâce à mes yeux, mais voilà, c'est le travail de Maïdele Pickel sur La Reine Margot, évidemment, c'est incroyable, mais aussi le travail du costumier, du créateur de costumes de Amadeus. Et c'est Théodore Pistek. Et Théodore Pistek qui a fait beaucoup de films avec Milos Forman. Bon, j'adore Milos Forman, j'adore son cinéma. Mais, je sais pas, pour moi, Amadeus, c'est le film des années 80, où on arrive à ancrer une esthétique des années 80 dans un film qui se passe entre le 18e et le 19e siècle. Avec un personnage hyper fort dont on n'a pas vraiment beaucoup d'images, de peinture, de traces, quoi. Et je trouve ça, c'est du génie, quoi, le travail des perruques, même des couleurs, et puis toute l'ascension du film, et jusqu'au déclin de Mozart et tout. Enfin voilà, moi ça m'a beaucoup marqué, je l'ai vu plus jeune et tout, et j'ai adoré ce film de temps en temps, c'est un peu ma petite Madeleine, pareil, je le regarde, je suis assez fan. Et sinon, j'aime beaucoup le travail de Al Hartley. Al Hartley, qui est un réal américain qui est, je trouve, injustement... je trouve qu'on ne le met pas assez en avant, ce réalisateur, qu'il a quand même une filmographie assez incroyable, notamment la trilogie Long Island. Et en fait, avec ces acteurs, donc très années 80, 90, comme ça, dans cette espèce de côté un peu no man's land, où en fait il y a quelque chose d'assez poétique. Je trouve que aussi Léos Carax arrive à restituer un peu cette époque assez chouette. Donc c'est peu de costumes, mais c'est des costumes qui inscrivent vachement les personnages dans des décors, dans une poésie incroyable, je trouve. Après j'adore le travail d'Elizabeth McBride sur Thelma et Louise. J'aime trop Thelma et Louise. J'ai adoré aussi j'aime Chantal Akerman, j'aime Agnès Varda. Moi, quand j'étais petite, j'adorais Son Toit Nilois. Même aujourd'hui, je m'interroge, alors que ce film est quand même très glauque et tout. Mais j'adore. Oui, c'est fou d'avoir aimé ce film petite. Mais c'est chouette. Moi, j'adore. J'avais un oncle qui passait son temps enregistré, qui avait Canal+, et tout. Donc, il avait plein de VHS. Et un jour, je tombe sur j'ai dû regarder un film d'enfant. Et après, il a laissé Son Toit Nilois. Et j'ai scotché sur Sandrine Bonner. Et en fait, ce truc de cette jeune fille, un peu, genre aujourd'hui, c'est une pub bâche, en fait, presque. Ça pourrait être un blouson en cuir, des bottes en cuir et un vieux jean et tout. Et je trouve que les personnages existent parce qu'ils existent que dans une forme d'uniforme, en fait, qui les laisse habiter leur identité. Et pareil, j'adore le travail d'Ackerman, parce que aussi c'est un travail d'éclairage, c'est un travail de on n'en met pas trop, le petit cardigan de Delphine Seyrig dans sa cuisine, on le voit, on
sait, on a l'odeur, quoi. Et donc c'est un peu, c'est daté, mais pas tant. Et je trouve que, enfin voilà, pour moi c'est des sources très inspirantes du costume. Plus récemment, je crois, enfin plus jeune quand j'ai commencé, c'était Kids de Larry Clark, voilà, parce que ça correspondait aussi à moi, la vie que j'avais à l'époque, traîner avec fascinée par le skate, traîner avec des skateurs et des choses comme ça, et du coup c'est un peu plus proche de nous, donc ça, mais ça reste encore un... Voilà, je crois que j'aime bien les films où il y a peu de vêtements et où les personnages évoluent un peu avec un vestiaire restreint, mais qui dit beaucoup d'eux, en fait, qui les laisse exister. Ça m'inspire. Et toi, dans ta propre filmographie, est-ce qu'il y a des silhouettes, des tenues que tu as créées dont tu es particulièrement fière? Alors, oui, fière. C'est pas tellement que je suis fière, mais il y a des trucs qui sont, en les lisant, machin, pas si fluides, en fait, à comprendre ou à saisir. Et des fois, on va galérer sur un personnage, ça va être compliqué. Et notamment, je crois que c'était un court-métrage que j'avais fait, donc c'était pas un projet dans une économie hyper fastueuse et tout, mais c'était le personnage d'une fille qui galérait comme ça en amour et tout, et la réalisatrice l'avait écrit comme quelqu'un qui sait pas s'habiller, qui s'habille mal, mais qui croit qu'elle s'habille bien. Okay. Et je trouve ça assez chouette parce qu'en fait c'est le cas de plein de gens qu'on peut côtoyer en fait. Et c'est pareil, il y a des personnages, il y a des gens qu'on croise dans la rue et qui nous fascinent parce que se dire waouh, c'est audacieux quoi. Enfin, faut y aller. Enfin, pour moi, il n'y a pas de mauvais goût, pas bon goût. Oui, je peux trouver du très mauvais goût même dans des gens qui ont plein de fric et qui mettent des pièces très chères et tout. Mais là, c'était une jeune femme plutôt modeste et tout, mais qui est assez jolie. Et en plus, la comédienne est mannequin dans la vie. Enfin, donc c'était compliqué de l'habiller parce que comme elle avait déjà un physique très accrocheur et très sexy, de casser ce truc, mais si tu lui fous les cheveux gras et que tu la maquilles un peu... Si elle est mannequin, elle doit vraiment bien porter le vêtement. Tout ce qu'elle met, elle le porte, voilà. Elle a une attitude, donc même si ça s'accompagne de son jeu, il faut casser ce truc-là. Et du coup, j'ai été vers quelque chose de... Je suis assez contente, en fait. Je faisais mes courses au marché, en bas de chez moi. Et il y avait des stands de fringues, un peu de marché, quoi. Donc, et je me dis, bien sûr, oui. En fait, elle s'habille au marché. Elle s'habille au marché, mais elle accessoirise des trucs avec des fringues du marché qui peuvent être hyper stylées sur des gens. Mais si tu les accessoirises genre mal, en fait, ça tombe un peu à côté, quoi. Et ça a marché. Du coup, c'était drôle. Mais c'était le truc que j'ai trouvé assez challengeant. Après, évidemment, qu'il y a des pièces sur le coup, on se dit, ah ouais, trop bien. Ça marche, mais ça marche quand tu le vois comme ça. Et on dit action, ça tourne. Et puis, en fait, tu le vois à l'écran et tu te dis, je suis pas sûre que ce que j'aurais fait. Voilà. Donc, je suis pas une très bonne spectatrice de mon travail. Enfin, je pense comme plein de gens. Je vois les films que je fais et je vais voir évidemment tout ce qui ne va pas. Tout ce qui était pas... C'est dur. Ouais, c'est... Bon, après on apprend et on se dit qu'en fait, aussi l'expérience et le fait de passer d'un projet à un autre nous challenge différemment. Et c'est pour ça, je trouve que là, j'ai fait de la série. Et de passer à la série où on a un projet où ça change hyper souvent avec beaucoup de personnages, ça permet aussi de détacher un peu ce truc qui est très égotique, de se dire « Ah non, c'est pas bien ». En fait, voilà, tu suis des gens, que tu as le temps d'étoffer, c'est du quotidien, quoi. Lundi, il est comme ça, le mardi, il est comme ça, le mercredi, il est comme ça. Il y a quelque chose qui donne un rythme. Et tu dois avoir le temps peut-être de voir des premiers épisodes tu vois dans cette temporalité-là. Alors tu peux voir un peu des rushs et tout, mais du coup comme c'est très vite monté, très vite. C'est plus si tu fais une deuxième saison, là tu peux vraiment avoir vu la première finie et te dire voilà ce que j'ai envie de changer. Comment je fais évoluer ça et tout ça, exactement. Ouais, et ça ça m'a plu. Alors j'étais un peu réticente au début en me disant oh là là non ça va être chaud, et en fait pas du tout. C'est pareil, c'est dans une dynamique où c'est très c'est très galvanisant, ça va vite, t'as pas le temps de réfléchir. En fait, tu réfléchis comme toi, tu te lèves le matin et puis, je sais pas, je suis pas Céline Dion, quoi. J'ai pas un logiciel qui me dit aujourd'hui, tu ne mets pas ça, tu l'as mis il y a 2 mois, non, tu mettras ça. Tu t'habilles à moitié dans le noir, tu mets ce qu'il y a et tu t'habilles, quoi. Donc, c'est vrai que c'est assez chouette. Puis là, en plus, c'était une série pour France TV qui s'appelle Déter, donc qui était sur une quotidienne. Et voilà, on a dû créer. Pour un lycée agricole, donc pour toute une classe, des vestiaires hyper différents. Donc la mort, ça a été faite par
Charlotte Le Bourgeois, une autre chef costumière, et moi j'ai pris le relais de Charlotte. Mais du coup, c'est comment on compose avec le travail de quelqu'un d'autre avant pour reconstruire. Et ça aussi, c'est challengeant. Donc ça fait partie des petits défis intéressants. C'est-à-dire sans casser le travail de quelqu'un, poursuivre apporter quand même ta patte. Et apporter ta patte et en continuant à édifier un peu les personnages. Ouais, c'était très chouette à faire. Ouais. Et alors, tu nous as dit, par exemple, que tu aimais beaucoup la partie recherche, mais qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier de créatrice de costumes ? Alors ouais, effectivement, la recherche, c'est vraiment, je pense que c'est prédominant. Parce qu'il y a le temps où effectivement tout se construit dans ce qu'on amène de nous-mêmes en fait. Donc moi je suis une grande lectrice, j'aime beaucoup lire, je suis très cinéphile aussi. Donc tout ça je l'ajoute, même des fois je suis pas sur des projets, puis il y a des choses, je sais pas, je les vois, je les fixe et je me dis ah ouais ça je sais qu'un jour je l'ajouterai à quelque chose. Et puis après quand tu rencontres aussi les gens qui vont incarner les personnages et qui vont porter ce que tu leur proposes, c'est aussi assez excitant. C'est-à-dire que tu vas voir comment ça va survivre à juste ton fantasme en fait. C'est juste, t'es là, bon, ça marchait bien dans ma tête, ça marchait bien sur une photo, un moodboard, un croquis, mais est-ce que ça va marcher sur cette personne? Je ne sais pas. Donc ça, c'est un peu le truc de moment surprise magique qui est assez excitant. Et je pense la partie de création, mais création dans le sens fabrication, ouais. Quand je suis du coup moi au cinéma, du coup plus au théâtre, c'est de choisir les matériaux, choisir les textures, choisir les couleurs, et penser que genre à travers juste un truc en 2D plat, tu vas mouler ça sur le corps de quelqu'un et que ça va donner une silhouette voilà, qui marche et en plus en mouvement et avec toutes les tensions que ça crée de si le comédien n'est pas à l'aise, si finalement on se rend compte au bout de 3 répètes que ça marche pas du tout. Voilà. Et ça c'est quand même assez... c'est du défi et en même temps c'est très je sais pas, ça fait corps tout de suite parce qu'on voit tout de suite au théâtre, on voit tout de suite, au cinéma on attend un an avant de voir son travail à l'image, même si on regarde un retour et tout, c'est pas pareil. Ouais, la fabrication, la création en elle-même, et puis changer en disant que si tu mets juste un pli, tu remontes le truc de 3 cm, t'as pas le même vêtement, ça fait partie des choses qui sont assez tripantes dans ce métier, ouais. Et alors on a parlé de création et on a parlé beaucoup aussi de friperie, de boutique vintage, et je crois que c'est un sujet qui te tient à cœur, donc je voulais te poser la question de oui, aussi l'impact écologique des choix que tu vas faire sur le sourcing des vêtements Alors déjà il faut savoir c'est qu'il y a aussi beaucoup dans la tête des gens quand tu leur dis t'es costumière et les gens ils sont là trop bien, mais c'est génial, tu dois faire les boutiques tout le temps, t'as trop de la chance. C'était là enfer. Je déteste faire les boutiques en fait, je n'aime pas faire les boutiques, j'aime chercher des choses avec quelque chose qui a un intérêt à côté quoi. Après quand c'est pour moi en général c'est au hasard parce que j'ai 15 minutes à errer et j'essaye un truc qui ne me va pas, que je ramène chez moi et que j'oublierai de ramener. Mais quand il s'agit de construire un vestiaire, déjà je trouve qu'on est quand même dans une société qui est extrêmement violente en termes de plein de choses, de capitalisme et autres, et que l'industrie du vêtement est complètement corrélée à ça et responsable aussi en partie de ça. Donc si on peut faire à notre endroit de cette industrie du cinéma ou d'ailleurs de prendre ce qui existe déjà, de pas encore nourrir le monde de la fast fashion et de se servir de ce qui a eu déjà une vie, c'est déjà plus intéressant. Et puis ça donne aussi une âme différente même aux personnages. Après, je suis pas dans une radicalité totale. Bien sûr que j'ai affaire à aller dans des magasins de grande distribution aussi, mais de plus en plus, et de plus en plus souvent, et je pense qu'on va dire quasiment même les 6 derniers projets que j'ai faits étaient beaucoup orientés vers la seconde main. Alors maintenant je commence à avoir un peu un réseau de fournisseurs et de choses, donc on loue, on peut louer. D'ailleurs il y a une association de costumières qui s'est fédérée pour louer leur stock, mettre à dispo leur stock.
Ça s'appelle le Leur collectif stock costume. personnel? Un peu mélangé, donc il y a leur stock de retour de tournage, et puis il y a des choses qu'elles chinent et qu'elles amassent, et qui permettent, avec un budget quand même relativement dérisoire, je dirais, vraiment, parce qu'elles sont quand même assez stylées pour ça aussi. C'est qu'elles louent sur 5 semaines, sur le principe aussi de l'association, donc je crois qu'elles salarient quelques personnes, mais c'est assez cool de se dire que tu fais un film, tu peux sortir les choses 5 semaines à un budget dérisoire, et que tu ramènes les choses propres, lavées, mais tu as nourri une entreprise avec une dimension très écologique. Et ça s'appelle comment? Et elle s'appelle le collectif costume. Elles sont à Saint-Ouen. Enfin non, maintenant elles sont à Saint-Denis d'ailleurs, elles ont déménagé, elles sont à Saint-Denis. Et voilà, et je pense que c'est ce genre d'initiative qu'il faudrait promouvoir ou mettre. Moi je vais y aller, ça m'intéresse trop. Ah bah ouais, elles sont super. Je pense qu'elles mériteraient d'avoir un focus aussi sur elles, parce que justement en fait il y a aussi ce truc un peu compliqué quand tu fais du costume, c'est que tu te retrouves très souvent, les productions sont des lieux assez petits, donc elles peuvent pas stocker tous les films qu'elles produisent, tout le matos des films qu'elles produisent, donc nous on se retrouve avec des pièces qu'on récupère et tout, mais au bout d'un moment ça commence à faire un peu une charge, et de pouvoir faire tourner ça, c'est pas mal. Donc nous par exemple on est 3-4 copines costumières, on travaille ensemble ou pas, et on a un stock qu'on se partage et qu'on fait tourner entre nous. Je pense qu'il y a plein de costumières qui font ça aussi, mais... Et du coup voilà, donc le réseau de seconde main, je pense que c'est pas mal, parce que c'est quand même une industrie qui est quand même très gaspillante, et pour un truc que tu vas utiliser ou même pas utiliser, des fois tu peux pas le ramener. Bon, alors on fait des ventes aussi. J'aime bien faire des ventes sorties des films quand on a le temps, quand la production nous laisse aussi le temps, l'espace et tout de revendre aux techniciens. Et sinon, de garder des pièces pour pouvoir les recycler sur d'autres projets aussi. Donc toi, tu en as gardé et maintenant tu partages ce stock, mais tu as ton stock personnel. J'ai mon stock personnel, j'ai des choses aussi à moi qui viennent de mon vestiaire que je mets plus, que j'utilise pas, et que du coup je réinjecte aussi pour des projets. Par exemple, j'ai fait un petit projet avec un lycée avec des gamins en décrochage scolaire, mais qui veulent découvrir le milieu du cinéma, et du coup on les met à disposition aussi pour ces projets-là, pour des sessions de répétition par exemple, ou d'essais filmés, voilà. Donc ça nous fait un petit vestiaire pour juste trouver des différentes matières, couleurs, et voilà. Et puis après on recycle. Moi je prends en général pas trop les pièces fortes, parce qu'en fait typiquement par exemple le gilet de Laurence Colli dans Saint-Omer, je le remettrai pas sur quelqu'un. En même temps c'est des choses de comment on est malin. Donc par exemple des chemises blanches, des costumes, ça saoule d'aller racheter des chemises blanches quand même, franchement, ou des jeans, enfin voilà. Donc on les garde et on sait qu'ils peuvent être réinstallés dans d'autres narratifs, et ça fonctionne bien en termes d'économie pour sauver notre planète qui est déjà en train d'agoniser suffisamment là. Et est-ce qu'il y a un type de projet sur lequel tu aimerais particulièrement travailler, et pourquoi? Tu as fait beaucoup de choses, tu nous as dit, entre la danse, le théâtre, les séries, les films, plusieurs époques, mais il y a des choses qui te font rêver, où tu te dis j'ai jamais fait ça, j'aimerais trop? Alors oui, il y a plein de trucs qui me font rêver. Après, je vais pas dire que j'ai fait le tour et tout, parce que c'est pas forcément vrai. Je pense que j'ai fait un peu le tour dans la façon de construire ma façon de travailler, on va dire. Encore que, voilà, il y a des gens avec qui j'ai pas bossé, mais j'ai pas spécialement de réalisatrice, actrice qui me dirait j'ai envie d'aller là, parce que c'est pas tellement là que ça se place, mais ça se place plus sur des endroits, des territoires. Alors moi je suis originaire de la Martinique, et en fait c'est une île que que je connais de par mon histoire, ma culture, mais je trouve qu'il y a des récits qui manquent à ces endroits, et ça a beau être la France, en fait, c'est pas une histoire qu'on raconte beaucoup dans nos cinémas français, quoi. Donc à part Usan Palsi avec Rucasnègre ou quelques rares autres, c'est un cinéma qu'on ignore, qu'on connaît pas, et j'aimerais bien ce serait aussi prétexte à rester plus longtemps auprès des miens, et de côtoyer aussi un peu plus cette esthétique-là du vêtement, du corps, de la culture en général caribéenne, et plus élargie, Amérique centrale,
Amérique latine, quoi. Et ouais, ça me plairait. Ça me plairait beaucoup. Et dans un autre registre, je pense qu'à un moment, j'avais un peu des fantasmes comme ça sur je sais pas, la science-fiction. J'ai découvert la SF un peu en littérature et après aussi par le père de mes enfants qui adore la science-fiction et qui m'a fait découvrir Carpenter et tout. Et il me disait, mais ouais, mais c'est trop bien. Et en fait, je trouve que dans le genre, il y a une liberté. Pour moi, c'est beaucoup plus politique déjà. Donc il y a une liberté qu'on peut aller chercher. J'ai fait un film de SF d'ailleurs avec Ismaël El Iraki il y a longtemps, qui était son film de fin d'études, son TFE de Fémis. Et c'est un truc complètement recréé dans le désert du Maroc, d'où il est originaire, avec Aïssa Maïga et Mounir Margoum. Et on a tout fait avec un décorateur accessoiriste incroyable qui fabriquait des bras genre amovibles, avec des espèces de pinces au bout. Tout était fait avec de la récup, donc des vis, des boulons, des matériaux de benne, quoi. Et ça, c'était trop bien. Et ça m'a trop donné envie de me dire, ah ouais, genre Dune... Dune, je pense que ça doit être juste... T'as pas de life et ça doit être juste incroyable de faire un film comme ça, mais ça dure 2 ans, quoi. Mais dans cet esprit-là, ouais, d'aller chercher des matières, des couleurs, des trucs qui n'existent pas. Ouais, ça doit être assez trippant quand même. Merci à Annie d'être venue raconter au micro de Profession Costumière sa carrière, ses engagements et sa passion pour Copains d'avant. Pour voir les costumes dont nous parlons, rendez-vous sur le compte Instagram du podcast @Profession Costumière. Si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles et un commentaire. À bientôt pour un nouvel épisode.